Saint Louis et Zélie Martin, 1823-1877. Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Voilà ce qu'écrit dans l'une de ses dernières lettres, le 26 juillet 1897, la grande sainte Thérèse du Carmel de Lisieux, docteur de l'Église universelle. Le 19 octobre 2008, ses parents Louis et Zélie Martin ont été béatifiés sous le pontificat de Benoît XVI et notre pape François, au nom de toute l'Église, vient de les canoniser en cette année 2015. Modèle de sainteté pour tous les couples chrétiens, ils surent mettre Dieu au cœur de leurs activités et faire de cette vie ordinaire une aventure d'amour extraordinaire. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas des saints Louis et Zélie Martin, découvrez avec nous en cette France de la première moitié du 19e siècle, et plus précisément en Basse-Normandie à Alençon, leur famille et leur enfance respective jusqu'à leur providentielle rencontre. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Louis et Zélie Martin, canonisés en cette année 2015, qui va nous permettre de rentrer dans cette France du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle, pour redécouvrir cette famille et le terreau d'où est né ces deux grands saints. La rupture révolutionnaire est fondamentale. Quelques petits rappels, la persécution contre les prêtres a été très importante. Presque 900 martyrs ont été reconnus ou sont sur le point de l'être, et l'ampleur de la résistance qui a été réelle, et si vous êtes des auditeurs réguliers de RCF Nord-de-France, on vous a expliqué tous les martyrs de la Révolution française. Même s'il y a de très belles résistances, la pratique religieuse s'est effondrée. Quelques chiffres, les taux de pratique pascale de plusieurs diocèses, c'est-à-dire simplement d'aller à la messe de Pâques, du quart nord-ouest de la France, sont inférieurs à 70% et certains à 50%. En gros, par rapport à 1789, un tiers des pratiquants en moins ont disparu. Alors en moyenne, ont disparu. Un tiers des pratiquants. Cette révolution française va laisser place à la période dans l'histoire qu'on appelle l'Empire, où l'Église a une position officielle, mais finalement a également des restrictions, puisque les manifestations publiques de culte peuvent être supprimées. On a une restauration dans la première moitié du 19e siècle, avec notamment Charles X, qui lui est particulièrement pieux et va relancer les séminaires et puis l'organisation ecclésiastique, mais le grand mouvement qui fait place dans ce 19e siècle, c'est la sécularisation des sociétés occidentales, c'est-à-dire une laïcisation de l'État, moins de religieux et de religion dans les organismes de l'État, et puis une société qui se détache petit à petit de la tradition catholique. Et le 19e siècle est un siècle à la fois de déchristianisation réelle, mais avec des mouvements, puisque cette église relance les missions, relance les dévotions, et la famille Martin est un bon exemple à la fois d'un maintien d'un catholicisme très important, mais des reculs dans certains domaines. Alors la famille Martin est originaire d'un petit village de Basse-Normandie, donc Athis-de-l'Orne. C'est une famille de laboureurs. Et donc le père de Louis Martin, Pierre-François, est né dans cette famille, va s'engager dans l'armée. Alors c'est une famille qui était marquée, comme vous l'avez dit, par une certaine piété. On avait le souvenir du grand-père qui avait caché les cloches de l'église pour les préserver des révolutionnaires.
Et donc cette famille va... donc le père de Louis, Pierre-François, va vivre une carrière militaire. Donc il rejoint l'armée royale. Il rejoint l'armée d'abord donc en 1800, l'armée impériale, et puis ensuite en 1815 il va rejoindre l'armée royale, et donc ce qui montre aussi ses convictions monarchistes, puisque c'était avant la Restauration. Et à 42 ans, donc déjà assez âgé, il épouse Anne Bourreau, donc une fille d'un de ses amis militaires, avec un écart d'âge de 23 ans. Donc l'écart d'âge ne semble pas poser de problème. Lui, à ce moment-là, il est déjà assez âgé. Il épouse donc cette jeune fille. Et ils ont ensemble 5 enfants. Pierre, Marie, Louis, Fanny et Sophie. Donc ils vont vivre une vie assez mouvementée, puisque au gré des nominations, des déménagements, donc selon les affectations, ils vont vivre un peu dans toute la France. Et Louis va naître à Bordeaux. Ils passeront par Strasbourg ensuite, et puis de nombreux autres déménagements. Donc le père est fait prisonnier en Espagne au moment de la naissance de Louis. Louis est ondoyé en attendant que son père revienne d'Espagne. Et donc ensuite, ils vont revenir enfin en 1830 en Normandie, dans leur Normandie natale. Et là, ils s'établiront à Alençon. Louis a alors 7 ans. Et les 4 frères et sœurs, donc le frère aîné et les 3 sœurs de Louis, mourront soit jeune enfant, soit en bas âge. Et donc finalement, c'est comme fils unique que Louis va grandir. Et donc il s'occupera toujours de ses parents. Il va grandir dans ce foyer comme le seul enfant survivant. La famille s'installe à Alençon, puisque c'est une ville qui était plus propice à l'éducation des enfants. Et c'est là que Louis va vraiment grandir, jusque dans cette ville même où grandissait également Zélie. Alors, les racines familiales de Zélie, alors Guérin, une petite figure qui va marquer toute la famille, c'est le père Marin Guillaume. C'est le grand-oncle de Zélie, c'est-à-dire le frère de son grand-père. Il est prêtre en 1786, il refuse le serment constitutionnel et entre dans la clandestinité. Dénoncé, il est arrêté et déporté à l'île de Ré pendant presque 2 années. Libéré en 1800, il est nommé curé à Boussé, à 10 km de Saint-Martin-l'Aiguillon, dont est originaire la famille, et il va y mourir en 1835, après 35 années qui ont laissé le souvenir d'un prêtre zélé. Alors, cette grande figure de prêtre va marquer le père de Zélie, Isidore Guérin, qui rompt la tradition d'agriculteur de la famille et opte pour une carrière militaire dans l'infanterie de ligne. Il fait les grandes campagnes napoléoniennes, puis revient finalement dans l'Orne. Et Zélie, qui est en fait la diminution d'Azélie Marie, est née le 23 décembre 1831. Elle est baptisée le lendemain de sa naissance et le foyer s'établit dans le village de Gandelin, à 15 km au nord-ouest d'Alençon. Il y a 3 enfants et ils vont s'installer également, comme les Martin, à Alençon en 1844. Elle a 13 ans, toujours pour une meilleure scolarité de leurs enfants. Élise a 15 ans, c'est la sœur aînée de Zélie, et Isidore, le petit frère, a 3 ans. Ils s'installent dans une maison confortable qui est organisée en petit dépôt de boissons ouvert au rez-de-chaussée et une salle de billard au premier étage afin d'améliorer leurs finances. Isidore, le papa de Zélie, est un jeune retraité qui s'exerce au métier de menuisier, et la maman de Zélie, Louise Jeanne Guérin, est peu commerçante et elle admoneste de propos moralisateurs la clientèle. On est dans un débit de boisson. Alors évidemment, la clientèle, elle va chercher rapidement d'autres lieux de détente plus accueillants. Le café ferme, rendant les conditions matérielles de la famille beaucoup plus précaires, jusqu'à l'apport du travail des filles, Élise et Zélie, qui rétablissent peu à peu l'équilibre budgétaire. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné légèrement.
ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, te souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, au très douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en Normandie, dans la première moitié du 19e siècle, en compagnie de Louis et Zélie. Donc Louis Martin, dont nous suivons l'éducation, puisqu'il grandit comme dans cette famille de militaires. Son père est capitaine, a fini une carrière, donc à la fin de sa carrière, il s'établit dans sa Normandie natale. Il est devenu chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Et le jeune Louis a 7 ans et il peut suivre l'éducation comme enfant de troupe, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'une éducation certainement d'un meilleur niveau que la moyenne de l'époque. Donc il va grandir, c'est là qu'il va dans cette éducation des autres enfants de militaires, il va grandir en s'orientant certainement vers la carrière militaire lui-même, mais c'est pas ce qu'il choisira. Alors sans doute que pour l'époque, il y avait énormément, disait-on, de demi-soldes, c'est-à-dire des carrières militaires au rabais. Et donc, il est probable que ses parents ne l'encourageaient pas tellement à la carrière militaire. Et dans l'entourage de la famille Martin, il y avait des horlogers. Donc, il y a un ami de son père qui est horloger, plus un oncle et un cousin. Et donc, à 19 ans, les parents Martin vont pousser leur fils, donc le seul survivant de leurs 5 enfants, Louis, à rejoindre l'atelier de l'oncle horloger qui est à Rennes. Alors Louis va tomber amoureux de la Bretagne. Il va vraiment, pour lui, ça va être un choc culturel et vraiment une découverte. Il portera l'habit traditionnel breton et donc il va vraiment se passionner pour la culture bretonne. Alors, donc pour lui, c'est aussi une période à Rennes, dans cette ville, de grande ferveur spirituelle, d'élan, d'essor spirituel, au cours de laquelle il va commencer à rédiger ce qu'on appelait les fragments littéraires. Donc, c'est des cahiers sur lesquels il notait les textes qui le marquaient. Alors, on voit son âme s'ouvrir sur la tonalité un peu romantique de l'époque, au Dieu créateur, à la beauté de Dieu telle qu'elle transparaît dans la nature, et à la puissance du sentiment religieux. Donc Louis poursuit sa vie d'étudiant en faisant la découverte également de l'abbaye du Grand Saint-Bernard. Donc c'était une abbaye de Prémontré et il s'établit de Chanoine, Prémontré, voilà. Et il s'établit ensuite à Strasbourg quelques années pour poursuivre son apprentissage de l'horlogerie chez la famille Maté, Aimé Maté, qui était l'ami de son père. Et donc il va naviguer un peu entre les deux et postuler au Grand Saint-Bernard. Donc il voulait devenir chanoine. Et là, il va se heurter à un problème important, c'est la connaissance du latin. On lui dit que c'est impossible, donc il n'a pas les dispositions morales et spirituelles, mais sa connaissance du latin est insuffisante. Qu'à cela ne tienne, il se met à apprendre et donc il va acheter les ouvrages nécessaires, payer 150 leçons de latin et donc vivre un apprentissage intensif qui va l'épuiser. Et là, très vite, il s'aperçoit que en fait, il n'en a pas les capacités. Et donc, en passant par une petite période de dépression liée à la fatigue et puis à la déception sur cette vie monastique à laquelle il aspirait, il va renoncer.
Et là commence donc en 1848, de 1848 à 1850, ces années parisiennes sur lesquelles nous reviendrons, dans lesquelles il va perfectionner son apprentissage de l'horlogerie. Pendant ce temps, puisqu'on suit un petit peu de façon parallèle l'enfance et puis les premiers pas dans la vie active à la fois de Louis et Zélie Martin qui sont canonisés en cette fin d'année 2015. Zélie, elle, écrit, elle a 34 ans, donc bien après les faits, elle écrit à son frère Isidore ceci sur son enfance. Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul, car si ma mère te gâtait, elle parle à son frère, son petit frère, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère. Elle, pourtant si bonne, ne savait pas me prendre, aussi j'ai beaucoup souffert du cœur. Alors c'est vrai, l'enfance de Zélie n'a pas été parfaite. Alors le papa, lui, il était plus affectif, mais il avait un tempérament bourru, brusque et maladroit. Et la maman de Zélie tenait le foyer d'une main rigide, avec trop d'austérité et de sévérité, même si leur amour pour leurs 3 enfants est authentique, sincère et généreux, mais il manquait de la tendresse. Sa scolarité est très bonne, elle va écrire toute sa vie, on a conservé sa correspondance et elle va même se piquer de premier prix en composition, en premier prix de style, mais rapidement, elle a un attrait pour la vie religieuse. Elle a 18-19 ans, nous sommes vers 1850, et Zélie exprime son désir d'être religieuse comme sa sœur aînée. Sa sœur aînée, Élise, postule auprès des moniales de la Visitation du Mans, mais Zélie, elle, plus active et soucieuse de secourir les plus pauvres, rencontre sœur Martine Cellier, la supérieure des 21 filles de la Charité, ce grand ordre fondé par Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle, qui accueille à Alençon les malades hospitalisés. Et là, c'est un échec. Alors, les réticences exprimées par sa mère qui était présente au moment du rendez-vous avec la supérieure, ou alors la santé de Zélie peut-être trop fragile, ou alors tout simplement le discernement éclairé de la supérieure. En tout cas, elle se projetait pour la vie religieuse, elle est décontenancée mais non abattue. Elle accepte, elle ne s'entête pas et commence à envisager sereinement l'état du mariage afin d'accomplir la volonté de Dieu, seul désir qui réalise toute forme de sainteté. Revenons à Louis, le futur époux de Zélie, donc qui en 1848 se retrouve à Paris pour 2 années d'études encore. Alors être en 1848 à Paris, c'est pas du tout anodin puisque c'est la révolution de 1848, nouvelle fièvre révolutionnaire sur toute l'Europe. Et donc à Paris, c'est la monarchie de Juillet qui est en train de s'effondrer. Les chrétiens sont engagés dans cette révolution. Et c'est aussi la montée, donc avec la publication de Karl Marx du manifeste du Parti communiste, d'un certain esprit révolutionnaire ouvrier. Alors on n'a pas beaucoup d'échos de Louis. C'est une grande différence avec Zélie, c'est que cet homme écrivait pratiquement jamais. Il y aura certaines circonstances dans lesquelles il prendra la plume, mais c'est sa femme Zélie qui a un talent d'écriture, et c'est d'elle qu'on tient un peu la façon dont il a pu vivre cette vie parisienne. Donc lorsqu'elle écrit à son frère, elle était très inquiète au début donc pour son petit frère, pour qu'il puisse mener une vie plus pieuse et se rapprocher de Dieu. Et donc elle écrit à son frère qui vit à Paris: mon mari me fait tous les jours de tristes prophéties, il connaît Paris, il me dit que tu seras en but à des tentations auxquelles tu ne résisteras pas parce que tu n'as pas assez de piété. Il me raconte qu'il a éprouvé lui-même toutes ces tentations et qu'il lui a fallu du courage pour sortir victorieux de tous ces combats. Si tu savais par quelles épreuves il a passé. Mais ces épreuves même, on n'en a pas d'écho direct. Simplement, on voit que Louis poursuit sa route droitement, ancré dans la foi. Et donc, après ces 2 années, en 1850, il revient à Alençon. Il a 27 ans. Il s'installe comme horloger. Donc, il ouvre un commerce qui connaît un bon succès. Donc, il prend ses parents chez lui. Et
C'est le début de cette année, donc jusqu'à la rencontre avec Zélie, au cours de laquelle il vit une vie très pieuse. Et en 1857, il acquiert, donc signe de cette piété, une petite maison, le Pavillon, une maison dans laquelle il s'adonne beaucoup à la prière. On se dit, cet homme est vraiment fait pour la vie monastique. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Louis et Zélie Martin, canonisés en cette fin d'année 2015, qui se suivent à Alençon, des parcours différents. Nous sommes en train de les suivre avant leur rencontre finale et providentielle. Zélie va devenir dentelière, elle va devenir une grande spécialiste du point d'Alençon, qui est le perfectionnement d'une imitation du point de Venise. Elle répond à une parole intérieure, fait faire du point d'Alençon, et à partir de 20 ans, elle se spécialise notamment dans l'art reconnu de l'assemblage des différentes pièces pour rendre invisible le raccord, écueil et triomphe des virtuoses. Elle installe un atelier dans la maison familiale et elle devient véritablement active tout en se préparant petit à petit à la vocation du mariage. C'est une très belle épouse, elle a un physique agréable et son visage laisse transparaître une personnalité pleine d'allant. C'est un tempérament de feu, une femme de caractère qui va rencontrer Louis. Louis a alors 34 ans. On ne peut pas dire qu'il vit chez ses parents, c'est plutôt ses parents qui vivent chez lui puisqu'il les a pris chez lui. Il a son commerce d'horlogerie et sa mère se désole de voir son jeune fils si beau, si plein de qualités, continuer à vivre simplement dans cette ferveur spirituelle. On a l'impression qu'il ne pense pas suffisamment à se marier. Alors, elle fait certainement aussi pression de son côté, mais surtout, dans cet atelier de perfectionnement au point d'Alençon auquel elle participait, elle remarque cette jeune fille, Zélie, qui a tant de qualités, et elle éveille l'oreille de son fils à cette personne. Et voilà que c'est la Providence qui agit là maintenant, puisque les deux vont se rencontrer sur un pont. Ça a tout l'air donc on est dans l'époque du romantisme et donc il n'y a rien qui échappe à ce niveau-là. Je lis le récit de cette rencontre. Un jour, Zélie Guérin passait sur le pont Saint-Léonard. Elle croisa un jeune homme dont la noble physionomie, l'allure réservée, la tenue pleine de dignité l'impressionnèrent. Au moment même, une voix intérieure lui murmurait en secret « C'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». L'identité du passant lui fut bientôt révélée. Elle apprit à connaître Louis Martin. Les événements ne vont pas perdre de temps puisque le 13 juillet 1858, 4 mois après cette rencontre, ils se marient à minuit, donc dans l'église paroissiale, donc à minuit, par souci de discrétion sans doute, pour éviter les mondanités et par souci de piété. Ça se faisait de temps en temps à l'époque, et donc ils s'installent tous les deux chez Louis Martin, 15 rue du Pont-Neuf, dans une maison réaménagée pour installer le couple.
Et les 10 premiers mois, ils vont le vivre dans une chasteté, qui ont aidé Louis et Zélie à faire le deuil de leur commun attrait pour la vie religieuse, et également pour prendre le temps de se connaître, et notamment à cette époque-là, il y avait une méconnaissance complète des liens, et notamment de la sexualité et la procréation. Et voilà, on a une année de prise en commun fondateur pour le couple, pour se donner librement après ce petit temps, afin de ratifier le statut de marié, d'époux, dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit.